n'y a pas de... Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'État à l'information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis, participant au coup d'État du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouédraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'État. Sitôt au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. À Pau, les gens sont venus très nombreux pour lui apporter leur soutien. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantochisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. Chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août, les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État, lui, fournit le matériel.
Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ces chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. Il ne faut pas que ça piétine, quoi. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. Bon, n'oubliez pas de créer beaucoup d'espaces verts. Surtout le long de la route, là. Beaucoup d'espaces verts, des fleurs, des petits bancs. Si vous êtes ici, faites des petits bancs en béton, là. Des bancs publics. À la tête des chantiers du 4 août, il a mis des gens considérés comme peu favorables à son régime. Ceux-ci sont ainsi mis à l'épreuve. C'est une dernière chance qui leur est offerte de s'intégrer. Le chef de chantier, c'est le camarade Traoré. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, lui? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien, lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre, preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer. Aujourd'hui, il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Merci. Pour surveiller et encadrer le chantier, un commissaire politique a été nommé. Il peut s'appuyer sur les CDR, Comité pour la défense de la Révolution, formés surtout de jeunes très actifs. Dès son accession au pouvoir, le capitaine Sankara a effrayé certains milieux qui le considèrent comme étant l'homme de Kadhafi, l'homme de la Libye. L'homme de la Libye, peut-être que la Libye a des hommes. En tout cas, il n'en a pas ici. Et en tout cas, ce n'est pas moi. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît ses réalités, la misère de son peuple, et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Nous n'avons pas honte de dire que nous traitons avec Kadhafi, nous n'avons pas honte de dire qu'à certains moments, il nous a aidés à notre demande, et quand certaines de ces aides ne nous convenaient pas, nous le lui avons dit. Mais de là à dire que nous sommes influencés par Kadhafi, c'est absolument faux. Absolument faux parce que nous ne faisons pas ici ce que fait la Libye. D'abord, Lord Volta n'est pas la Libye. Ensuite, moi, je ne suis pas Kadhafi. Les voltaïques ne sont pas libyens. Cela est très important. Nos positions n'ont pas toujours plu. Mais nous voilà nous connaissons un dilemme. Soit taire nos positions que nous considérons comme vraies, donc taire la vérité. La vérité, c'est ce que chacun de nous a sa vérité, bien sûr. Nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, consciemment mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants. Ou alors leur dire la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous rendons service à notre peuple et à tout autre peuple. Aux Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous n'y sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. Et en particulier, ces pays non alignés qui ont massivement voté pour la Haute-Volta, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale de tous les peuples qui s'indignent
si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peut vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la Cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite. Outre le capitaine Sankara, l'équipe gouvernementale est composée de militaires et de civils. Tous doivent avoir un engagement total et en particulier multiplier les contacts dans le pays. Tous les ministres civils ou militaires sont armés. Ils ont reçu une Kalachnikov que certains emportent même aux réunions du Conseil. Chacun a d'ailleurs suivi un entraînement militaire pendant quelques jours. La vigilance est de mise pour chacun dans un climat d'insécurité. Autre mesure de précaution, les lieux où se tiennent les conseils des ministres changent constamment. Ils ne sont connus qu'une demi-heure avant l'heure prévue. Le travail des ministres est chargé. Le programme qui est proposé aujourd'hui est austère, difficile. Pour toute l'équipe gouvernementale, il va représenter un effort considérable. Là aussi, chacun doit avoir ses dossiers bien préparés, bien étudiés. Le capitaine veille à l'engagement de chacun de ses ministres. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes.
Et même quand il est possible de les faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Revenez. Revenez à droite. Marche. L'armée est obligatoire, mais seuls 2% des voltaïques en âge de porter les armes sont recrutés faute de moyens. Allez, la tête. En Haute-Volta, c'est une chance et un privilège comme ailleurs en Afrique que de devenir soldat. Cela assure du travail et un salaire garanti. La volonté du capitaine Sankara est de vouloir mieux intégrer l'armée au peuple. Nous avons donc nous refaisons notre service national. Au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. Mais au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après on en garde certains, les autres sont renvoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre bien sûr le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près les 3/4 du temps du service, ces 3/4 seront consacrés à la production. Sous l'encadrement militaire, bien sûr. Pourquoi nous faisons cela? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque, et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin le militaire se fonde à son peuple. Mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très positifs dans toutes les casernes, répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet, de la volaille. Ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile. Et puis, forcément, cela fera tache d'huile. Bon, du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'ordre, un quart de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant. Et ils font un demi-poulet. Et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous ne demandons que cela, parce que la révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, non pas pour quelques-uns.
L'opulence, elle, n'est en tout cas pas le lot des populations du nord du pays, où règne la sécheresse depuis plusieurs années. Partout, le même spectacle désolant, celui d'arbres calcinés par le soleil, celui d'une végétation complètement détruite. Ici se trouvait l'un des plus grands lacs de la région. Aujourd'hui, il ne reste que son empreinte dans le sable. Les habitants de la région n'ont plus rien. Les troupeaux sont décimés, le spectre de la faim menace. La Haute-Volta est considérée comme le pays le plus pauvre d'Afrique avec les îles du Cap-Vert. Ses seules ressources, du coton et quelques produits agricoles. Or, pour mieux maîtriser les maigres possibilités, le capitaine Sankara veut remodeler son économie. Nous préférons lancer des petites unités qui sont à mi-chemin entre l'industrie et l'artisanat. Des petites manufactures, si on peut les appeler ainsi, des ateliers, si on peut les appeler ainsi, qui emploient une main-d'œuvre sommairement formée, d'accord, qui emploient aussi, qui se répandent sur l'ensemble du territoire et qui, du fait de leur taille réduite, peuvent s'implanter au plus près des zones de production et peuvent ainsi être facilement entretenus. C'est ce que nous avons qualifié les teuf-teuf. Nous préférons des teuf-teuf à des machines électroniques, hein, si vous voulez. Et pour cela, nous pensons que la Haute-Volta, avec la production qu'elle a sur le plan agricole, dans le domaine des agrumes, dans le domaine des cultures maraîchères, des légumes, dans le domaine aussi de l'élevage, sur ces plans-là, elle offre des possibilités. Des possibilités qui, conjuguées avec le savoir-faire de ceux qui déjà ailleurs se sont lancés dans ce genre d'entreprise, dans ce genre d'activité, conjuguées avec ce savoir-faire-là, permettrait d'installer, de créer ce genre d'unité de manière bénéfique pour notre peuple. Et nous profitons pour dire que la Haute-Volta, qui n'est pas contre l'entreprise privée, à condition bien sûr que cette entreprise-là ne soit en rien contre notre honneur, notre dignité, notre souveraineté à fleur de peau. La Haute-Volta donc ouvre ses portes à ce genre d'activité et nous ne verrions aucun inconvénient à ce que quelqu'un de Suisse ou d'ailleurs vienne s'associer à des voltaïques ou au gouvernement voltaïque ou à des privés voltaïques pour transformer le lait, ou pour transformer la tomate, la mettre en boîte ou en sachet sous forme de purée, etc., etc. La chaîne est infinie. Et cela aussi parce que la qualité de l'alimentation des voltaïques en dépend. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas de raison que la tranche de jambon coûte si cher et soit réservée aujourd'hui à une minorité qu'est la bourgeoisie. Si vous allez dans les supermarchés de Ouagadougou, vous verrez dans les charcuteries, dans les rayons de charcuterie, vous verrez du jambon, c'est bien, mais cela coûte un prix d'or. Parce que c'est importé et on ne le fabrique pas ici. Alors que nous avons la matière première, nous avons aussi les bras qu'il faut. L'assaisonnement, bon d'accord, peut-être nous ne sommes pas des cordons bleus, mais nous saurons mettre à la disposition des cordons bleus expérimentés d'ailleurs, et nos cochons, et nos bras, et notre marché. Ainsi donc, le jambon sera sur toutes les tables, en dehors de celles qui, pour des raisons, pour des tabous religieux, n'en voudront pas. Mais si ce n'est pas le jambon, ça sera autre chose, ça sera le bœuf ou le mouton. C'est possible. Sans avertir, se déplaçant lui aussi à bord d'une petite voiture, le chef de l'État aime jouer les effets de surprise. Récemment, il a même pendant 2 heures organisé un faux coup d'État pour voir comment la population allait réagir. Aujourd'hui, il participe à la journée nationale de don du sang.
Faut pas tout enlever, hein. Non, président. Camarade président, non. On va enlever ce qu'il faudrait. Voilà, c'est symbolique. Ouais, lui, il est plus gros que moi. C'est à dégager. On va me 4 litres sur lui, là. Voilà. Camarade, ça va éclater, hein. C'est trop, là. C'est pas plein. Donneur de sang. Nous allons regarder. D'accord, vous l'empilez. D'accord. Ça se passe bien là, il y a beaucoup de gens qui viennent. Souvent on entend dire la banque de sang qui manque de sang, vous êtes en faillite. Alors, c'est quoi? Une banque en faillite. Vous risquez d'aller au-devant de la TPR, vous avez détourné ou quoi? Mais c'est-à-dire que si tout le monde consentait. Merci. Bonne journée. Camarade Et bon président, courage. je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Bon allez, voilà, bonne journée. Ne soyez plus en faillite. Hein. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une décision du capitaine a surpris. C'est celle de fermer les boîtes de nuit, les nightclubs qui se multipliaient dans les 2 grandes villes du pays. Certains considèrent que cette mesure était totalement inutile. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais, voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. À un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie, le gratin, qui y va pour s'adonner à ses plaisirs et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans. En Volta, une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gaie et toujours souriante. Mais nous voulons que les nightclubs se transforment en day clubs, si vous voulez, en tout cas des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces endroits-là des repères. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des nightclubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, elle coûte 1500 francs quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, voyez-vous, un prix qui volontairement écarte le peuple. Et sur à ces bals populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même? J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur. Alors on s'est organisé. Les orchestres se sont déplacés dans des lieux en plein air qui maintenant ne désemplissent pas jusqu'au couvre-feu qui est fixé à 1h du matin. Ce bal populaire se tient dans un faubourg de Ouagadougou. Son enseigne ne détonne pas dans l'ambiance générale.
De nombreux jeunes y viennent danser, en particulier des femmes. Pour la plupart de celles-ci, comme dans beaucoup d'autres pays africains, la vie n'est pas facile. La femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km à 4 heures, dès 4 heures du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km, une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour sa santé à elle et la santé des enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver, qui doit aller très tôt au champ, travailler avec les hommes, qui doit en plus travailler son petit champ personnel, qui doit, la nuit venue, veiller à tout, ranger, faire entrer le bétail et ceci et cela. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. Ce n'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe, dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Ben, enfin, parfois, on se surprend à transformer son foyer en une caserne et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. De ce fait-là, nous sentons que les femmes voltaïques, très dominées, pour leur libération elles-mêmes, s'interrogent, ne savent même pas comment se libérer. Elles ne savent pas comment le faire. Parce qu'elles se demandent, mais un peu comme l'esclave qui ne veut pas de sa liberté, tellement il a été attaché à son maître, tellement il a été façonné. En Afrique du Sud, j'ai vu, moi, en autre temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions de passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux Blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les Blancs, non, parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien, ils ont été trop longtemps dominés, ces Noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Noir, ça sert à la même table qu'un Blanc. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. Mutilation sexuelle, excision par exemple, explication sociologique, une forme d'explication sociologique qui se tient du reste, est que la femme, ainsi excisée, est soustraite à certains plaisirs. Elle n'arrive pas à éprouver tout le plaisir qu'il faut et donc elle est moins tentable, si vous voulez. Bon, très bien. Mais c'est parce que l'homme, incapable de donner à la femme toute l'affection, tout l'amour qu'il faut pour la maintenir comme sa femme à lui, est obligé de prendre des garde-fous.
Aux paysans, le capitaine demande aussi des sacrifices. En dehors de la culture des champs, ils doivent s'atteler à des travaux en commun qui seront utiles à tous. Ici, l'objectif est la construction d'une retenue d'eau qui améliorera les conditions générales. Les paysans se sont mis à l'œuvre, l'ouvrage est en voie d'achèvement. Là aussi, le capitaine veut faire de ce genre de réalisation la démonstration d'une adhésion populaire à ses choix politiques. Mais pour construire ce barrage, il est nécessaire d'importer le ciment et le fer des pays voisins, dont certains font des difficultés pour l'approvisionnement de la Haute-Volta. Cela nous pose un grave problème de rupture de stock et un approvisionnement irrégulier, ce qui amène à décourager, à démoraliser les populations qui, elles, sont sur les chantiers et ne connaissent pas les circuits internationaux d'importation. Et nous savons que ces ruptures-là, ces perturbations dans l'importation sont dues à des options politiques, à une espèce d'hostilité ou de méfiance vis-à-vis de la révolution voltaïque et à la tentative de l'asphyxier, de l'étouffer par le biais économique. Nous le savons et nous sommes réellement dépendants de l'extérieur pour l'importation de ces matières-là. Il y a un exemple très éloquent que m'avait présenté le directeur de l'Office des barrages. Il s'agit des grillages que vous importez, les fils... Les gabions là, qui sont disposés derrière, ils coûtent 6 fois plus cher s'ils sont importés que s'ils sont tissés par la population. Et nous n'arrivons pas à trouver le fer pour les tisser. Parce qu'à la commande, les gens préfèrent vous vendre le gabion que de vous donner du fer pour que vous le tissez vous-même. Bien sûr. Donc il y a là une façon de nous obliger à acheter un produit fini, mais que nous aurions pu finir ici en complétant la chaîne. C'est aussi un chantage qui s'impose à nous et nous composons avec. C'est vous dire que nos difficultés ne sont pas seulement intérieures, mais elles viennent surtout de l'extérieur. Les populations sont mobilisées, veulent bien nous suivre dans ce que nous faisons, mais à l'étranger, on ne nous comprend pas toujours. Bon, donc... Bon, allez, au revoir. Notre pays est un grand importateur de produits finis, de matériaux, etc. Et il y a, comme j'ai eu à vous dire, des pressions pour que nous ne puissions pas importer ce ciment dont nous avons besoin. Aujourd'hui, il y a une grande mobilisation en Volta pour les travaux d'intérêt général et il faut des matériaux. On sait qu'en nous privant de ces matériaux, nous aurons sur les chantiers des masses de travailleurs qui se retourneront nécessairement, naturellement contre nous parce que elles nous percevront comme des démagogues. Et on ne permet pas la démagogie. Il y a donc des pressions multiples de ce genre. Nous avons envoyé des missions d'information, des missions de bonne volonté, expliquer aux uns aux autres que notre révolution n'étant dirigée contre aucun peuple, il n'y a pas de raison que l'on s'attaque à nous, que l'on cherche à asphyxier l'économie voltaïque. Et nous serons obligés de considérer comme un acte d'hostilité, finalement un casus belli, des attitudes provocatrices de cette nature-là. Pratiquant une politique exigeant énormément de sacrifices, le capitaine Sankara se sait physiquement menacé. Il voyage en employant des ruses et en ayant une protection rapprochée importante. Peu de gens savent où il se trouve. Il se déplace en secret, il utilise plusieurs résidences. Les troupes chargées de sa sécurité sont constamment changées, car il a parfaitement conscience qu'un prochain coup d'État lui coûterait certainement la vie. Alors il porte toujours sur lui 3 revolvers, un à la ceinture, un à la main, un sous son uniforme. Et les menaces qui pèsent sont réelles. Le 28 mai, un complot est déjoué. Pour la première fois en Haute-Volta, 7 conspirateurs seront exécutés le 11 juin. Parmi eux, le colonel Didier Tiendré-Béogo, ancien maire de Ouagadougou, 2 lieutenants, un homme d'affaires, un major de gendarmerie, un sergent et un pilote. La presse locale, un jour avant l'exécution, avait fait paraître les demandes en grâce que les accusés avaient présentées au chef de l'État. En particulier, celle du colonel Tiendré-Béogo qui demande qu'on lui pardonne son égarement politique, mais elle sera rejetée.
La cour martiale révolutionnaire condamne 5 autres accusés à des peines de travaux forcés et acquitte 14 personnes dont les noms figuraient sur la liste du prochain gouvernement. Ceux-ci sont reçus par le chef de l'État. C'est l'occasion pour lui de répéter que toute tentative contre son régime sera irrémédiablement réprimée. Mais la Haute-Volta a surtout franchi un nouveau seuil de violence. Autre forme de justice, ici à la Maison du Peuple, se tient un tribunal populaire. Aujourd'hui, on y juge le colonel Zeizerbo, ancien chef de l'État de 1980 à 82, qui arrive à bord de ce véhicule. Il est accusé d'un certain nombre de malversations financières. Les séances sont publiques et nombreux sont les voltaïques qui font la queue pour s'y rendre. Là aussi, de multiples précautions sont prises afin d'éviter le moindre incident. L'armée et la gendarmerie contrôlent chaque issue. La cour arrive. Elle est présidée par un juge de carrière. Il est accompagné de juges non professionnels. Ici, il y a un militaire et 4 membres des comités de défense de la Révolution. En face, les accusés. L'ancien président, plusieurs ministres et membres du comité militaire de redressement pour le progrès national. Vous avez parlé d'un détournement de 97 millions. Vous pouvez nous expliquer ça de manière plus claire, disons, comment ce détournement a été possible, comment il a été fait, la tactique utilisée? Si mon compte à Ouagadougou ici, moi je touche l'argent. Bon, maintenant, au lieu qu'il envoie à Bobo, bon, lui, il met ça dans le compte fourre-tout là. Jusqu'à ce que la bonne date lui soit donnée pour qu'il l'extrait maintenant de ce compte fourre-tout et l'envoie à Bobo. Cet homme est un escroc. Il a été condamné sous le régime de Zeizerbo. Pour lui maintenant et devant un très nombreux public, c'est l'heure de se venger. Alors c'est ça là que lui n'a pas compris. C'est très banal, c'est pas... Il explique de quelle manière, selon lui, des membres du gouvernement de Zeizerbo ont été mêlés à ses affaires. Son témoignage aura une très grande importance. Pendant ce temps, l'ancien président transpire. Au vu de ces documents, moi j'ai accepté de collaborer parce que je n'avais aucun risque. Le procès est suivi très attentivement dans une salle devenue une véritable fournaise. La température est de 50 degrés et pourtant chacun reste à sa place. Oui, vous nous dites tout ce qui s'est passé sur cette affaire. Du début jusqu'à la fin, quoi, ou bien parce que bon. Oui, du début à la fin. Parce que c'est long, hein. Ça fait rien. Ça fait 12 jours que nous sommes ici. D'accord. C'est l'occasion pour les petits vendeurs de réaliser des affaires. Ils profitent de proposer des éventails, de l'eau en sachet, des cacahuètes et des biscuits. Et Koulibaly m'a contacté. J'ai même eu à lui demander des services. Lesquels? Il a envoyé en mission en Europe. Pour? Oui, pour des missions. Je ne veux pas dire toutes les teneurs ici. Quel genre de mission? C'était des missions de recherche. De financement? Non, pas de financement. De voir, n'est-ce pas, s'il y avait la possibilité industrielle, c'est tout. Et puis, aussi, des missions d'autres, que je ne peux pas préciser ici, des missions d'autres renseignements, précisément, que je ne peux pas préciser. À chaque fois, il vous faisait un compte rendu de mission? Oui. Vous l'avez envoyé en Italie, en France, en Grande-Bretagne aussi? C'est ça. En Grande-Bretagne, c'était pourquoi? Je ne me rappelle pas exactement. Je crois que ça doit être dans le même cadre. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il a pu vous ramener de concret? Oh non,
Il m'a surtout dit, n'est-ce pas, qu'en Italie, il y avait des possibilités industrielles qui pouvaient être exploitées dans beaucoup de domaines. Ouais. Tous les comptes, toutes les archives ont été épluchées, chacun doit justifier ses dépenses et ses recettes. Un ancien ministre de l'équipement de Zaïs-Erbo aurait par exemple été compromis dans des affaires de pots de vin. Le tribunal rappelle également qu'il a tenté de faire tomber son président à l'époque et que l'équipe gouvernementale connaissait de sérieuses dissensions. Camarade président, si les autorités estiment que le peuple cherche à savoir tout ce que les gens racontent comme rumeurs dans les bureaux, eh bien qu'ils prennent les dispositions et puis on publie tous les renseignements qui sont donnés par la gendarmerie, etc., etc. Bon, si vous voulez, on va parler de ce rapport. Il semble que vous ayez envoyé chercher un âne noir à Dori pour dont la bile devait servir à tomber le colonel Zaïs-Erbo. Je dis, camarade président, que vous savez, les gens racontent ce qu'ils veulent et ils choisissent leur poids, ils en disent ce qu'ils en pensent, ça c'est leur affaire. Si quelqu'un m'a vu à Dori, s'il m'a vu avec un âne noir ou un chameau ou autre chose, il peut le dire. Pour ce qui me concerne, je sais ce que je suis, je fais ce que je crois, et puis les gens ils disent ce qu'ils en pensent. Les accusés présentent eux-mêmes leur défense. Ils n'ont pas le droit d'être assistés d'un avocat. Camarade président, camarade juge, j'ai été désigné par l'armée à la tête du CRPN et de l'État. Ma conception personnelle du rôle du chef de l'État dans un régime militaire a toujours été de considérer ce rôle comme une mission temporaire de l'armée et non comme un acquis personnel et définitif. Camarade président, camarade juge, des erreurs ont certainement été commises par moi et mes collaborateurs du comité directeur. Mais une fois de plus, la méchanceté ne nous a jamais habités, comme certains ont tenté de le faire croire devant vous, camarades présidents, camarades juges et camarades membres du tribunal populaire de la Révolution. Je m'en remets à votre équité. Merci, camarade président. Au tribunal populaire, pas de procureur non plus. La sentence sera rendue sans appel. Le tribunal se retire pour délibérer. Pour le public, mais surtout pour les accusés, une longue attente commence. Pour la première fois, ils ont dû, en public, expliquer leurs décisions, leur comportement, leur gestion, et celui-ci découvre avec stupéfaction certaines pratiques délictueuses qu'il ne connaissait pas. Pour donner à ces débats un caractère exemplaire, tout le procès est radiodiffusé en direct dans l'ensemble du pays. Un commentateur le traduit en langue nationale. Banque pour un ligue de ménème, ligue de ce ménème, il y a million la pochoka, million la pochoka, moi 1,5 million, quel million la pochoka, il y a des gens qui ont auto, il y a des auto, qui met toi sa patron, qui ligue de carbone, 4 qui sont, bif qui est sa pour, ligue de yakbe, il y a million la pochoka. Tard le soir, 3500 personnes continuent à attendre le verdict dans la salle. Les familles des accusés sont là, en particulier les proches de l'ancien président Zaïs-Erbo. Je m'en vais maintenant vous donner lecture, vous donner les réponses aux questions qui ont été posées au tribunal. Zaïs-Erbo. Président, camarade président. Est-il coupable de détournement portant sur la somme de 91 millions de francs au préjudice de l'État voltaïque? Le tribunal à la majorité absolue a répondu oui et dit que le détournement porte sur la somme de 61 338 101 francs. Le tribunal statuant en premier et en dernier ressort, contradictoirement, prononce le jugement suivant. Zaïs-Erbo.
Le tribunal vous condamne à 15 ans d'emprisonnement, dont 7 ans avec sursis. Vous condamne à rembourser à l'État voltaïque la somme de 61 838 101 francs. Prononce la confiscation de vos biens jusqu'à concurrence des montants du remboursement. Décerne contre vous mandat de dépôt. Fixe la contrainte par corps au maximum. Par délibération spéciale, vous dispense de l'interdiction de séjour. Asseyez-vous. Zaï-Zerbo est donc condamné à une peine ferme. Le tribunal prononcera encore 10 autres condamnations à des peines de prison et à des amendes, et 8 acquittements. Les tribunaux populaires de la Révolution, selon le capitaine Sankara, ont comme objectif de moraliser la chose publique et de décourager les tentatives de corruption ou de détournement de fonds. Leur but est d'assainir la situation financière du pays et d'empêcher que les maigres ressources de la nation soient détournées au profit de quelques-uns. Une révolution qui n'est dirigée contre aucun peuple, contre aucun pays. Une révolution qui vise à redonner au peuple voltaïque sa dignité et à lui permettre d'accéder lui aussi à un bonheur qu'il aura défini d'après ses normes à lui. Le bonheur ailleurs, le développement ailleurs se mesure en forme de ratio, tant de quintaux d'acier par habitant, tant de tonnes de béton par habitant, tant de numéros de téléphone par habitant, etc. Nous pouvons nous aussi avoir d'autres normes, et nous avons effectivement d'autres normes qui n'ont rien à voir avec les normes d'ailleurs. Vous avez pu visiter l'hôpital de Ouagadougou, les autres, c'est le meilleur. Avec tout ce qu'il représente, dites-vous que c'est le meilleur. Ou, si vous voulez, c'est le moins mauvais. Ailleurs, c'est pire. C'est pire. C'est dramatique. Eh bien, c'est la réalité voltaïque. C'est avec cette réalité que nous composons. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque nous nous adressons aux étrangers, nous n'avons pas honte, nous n'avons aucun complexe à leur dire que nous sommes un pays pauvre. Lorsque nous sommes dans les organisations internationales, nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur de prendre la parole et de bloquer les débats pour discuter en faveur de la réduction des cotisations, des contributions des États pour $1, $2 de réduction. On se demande, nous savons que cela irrite bon nombre de délégations, mais lorsque ces délégations sont capables de jeter par la fenêtre des milliers et des millions de dollars, elles ne peuvent pas comprendre nous autres, les voltaïques. Nous n'avons pas honte. Et je vous dirais que lorsque nous recevons un ambassadeur qui doit présenter ses lettres de créance, nous ne les recevons plus dans ce bureau, qui est le bureau présidentiel, non. Nous le recevons en milieu rural. Nous l'amenons en brousse, en campagne, chez les paysans, très simplement, très modestement, et il vient là. Après avoir emprunté des routes chaotiques et après avoir accumulé de la poussière, de la fatigue, de la soif, nous le recevons comme ça, dans ces conditions, nous nous disons, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, voilà la Haute-Volta telle qu'elle est. Si vous voulez composer avec cette Haute-Volta, c'est ainsi, c'est avec elle que vous devez composer. Ce n'est pas avec nous qui sommes dans les bureaux feutrés. C'est que nous avons un peuple qui a lui aussi sa sagesse, son expérience. Nous avons un peuple qui sait aussi redéfinir une certaine façon de vivre. Ailleurs, on meurt d'avoir été trop bien servi. Ici, on meurt de n'avoir pas été suffisamment servi. Pour le moment, la Haute-Volta vit des heures difficiles, entre les rêves et les exigences du capitaine Sankara, entre la violence et les exécutions, entre la pauvreté et la sécheresse, elle cherche douloureusement sa voie.